Avant de vous laisser à votre épisode, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que cet épisode, j'ai eu un souci à l'enregistrement. Et très concrètement, à peu près 10 minutes de la fin, j'ai eu un plantage. Voilà, donc ma voix n'a pas été sauvegardée. La voix de Guillaume Poggiaspala et de notre invité était bien enregistrée, mais c'était pas possible de reboucler sans avoir la mienne. Donc, on a utilisé l'enregistrement de secours. J'active presque toujours l'enregistrement de secours et en l'occurrence, il a, fonctionné. Donc, bonne nouvelle, vous avez, votre épisode. Réserve, la qualité de son est pas au rendez-vous, je suis pas très fier, mais je préfère évidemment vous mettre à disposition l'épisode pour que vous ayez tout le contenu et je vous remercie par avance pour votre compréhension et je vous souhaite malgré tout un très bel épisode. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 30 janvier 2024, donc on a déjà vu s'écouler un mois entier de l'année déjà, ça passe vite. Et c'est l'épisode 351. Apple se prépare doucement mais doucement quand même, aux évolutions réglementaires imposées par l'Union européenne. Il est question de pouvoir installer des apps sans passer par l'App Store, de payer avec l'iPhone sans utiliser Apple Pay. La libération peut-être tant attendue par certains. Eh bien attention parce que Apple pourrait bien nous faire du plus Apple qu'Apple. Alors est-ce que le régulateur approuvera? On verra ensemble. Et puis c'est Taylor Swift qui se retrouve également dans le cœur de l'actualité tech cette semaine avec des vidéos pornographiques qui ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, des vidéos générées par intelligence artificielle. On va évidemment aborder ce sujet, mais également nous poser la question, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un arbre qui cacherait la forêt? Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Écoute, très très bien. On a des jolis sujets à aborder ensemble pour cet épisode, et à cette occasion, on a fait venir une personne en plus. Il nous retrouve de temps en temps, il est médecin, mais il est aussi passionné de nouvelles technologies. C'est un auditeur averti de Tech Café, et c'est peut-être même là sa plus grande qualité, c'est Steph, alias Steph Vincent. Salut Steph, comment vas-tu? Salut, merci beaucoup. Je sais pas si c'est ma plus grande qualité, mais j'essaie de me mettre à votre niveau. Écoute, moi je pense que c'est une grande qualité en tout cas. On peut pas difficilement dire autrement. Merci en tout cas de te joindre à nous. C'est un grand plaisir de te retrouver. Merci également à Benoît, Julien Réveillon et Verki FN à qui on a déroulé le tapis rouge pour cet épisode, qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon, parce que vous pouvez, vous le savez maintenant, devenir un auditeur engagé et impliqué dans l'avenir de Tech Café en venant vous abonner sur la plateforme Patreon, patreon.com/techcafé. Alors, si vous considérez que ce podcast, il est utile pour vous et il contribue à vous divertir, à faire de vos temps morts, peut-être les temps de transport même, des moments d'information et de détente, on compte sur vous pour nous soutenir, même sur une période limitée. Vous profitez en échange d'un flux privé du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. C'est sur patreon.com/techcafé. Et puis, c'est assez exclusif et c'est un petit peu nouveau, c'est un test. Je voudrais rappeler, c'est le dernier appel en fait, qu'il y aura un live le 1er février, donc peut-être au moment où vous écoutez, il reste quelques heures avant de vous jeter sur cette opportunité. 1er avril à 21h, c'est Valkan qui anime la newsletter audio qui est disponible en podcast, qui s'appelle La Semaine de Valkan. Il viendra nous parler de la prise de notes avec Obsidian. C'est une application qui gère les données en local avec un format Markdown. C'est donc disponible pour tous les soutiens sur Patreon. Le live sera normalement enregistré, mais rien ne vaut le fait d'y assister en direct, bien entendu. Et c'est le moment de vous parler du soutien de Tech Café, l'incontournable Notion IA. Et quand je dis incontournable, c'est aussi parce que je m'en sers au quotidien, entre autres pour organiser mes productions en podcast. Il y a par exemple un document Notion pour cet épisode avec des notes et des points de repère de ma veille personnelle, la liste des contributeurs du financement participatif à mettre en avant, les avis Apple Podcast. Et désormais, c'est pour moi plus qu'un simple outil de prise de notes. J'y gère mes invités, les dates de publication des épisodes, des dates d'enregistrement, l'administratif. J'ai mis en place plusieurs vues, dont une qui s'actualise automatiquement avec des colonnes pour les différents statuts des épisodes, brouillon, montage à faire, diffuser, archiver, etc. Depuis quelques jours, Notion IA propose une nouvelle fonctionnalité appelée Q&A qui est vraiment convaincante, basée sur de l'intelligence artificielle
Imaginez en permanence, en bas de votre espace Notion, un petit bouton pour solliciter un assistant. Vous pouvez le lancer en un clic et l'interroger sur votre contenu Notion en dialoguant avec lui et puis il vous répond comme un secrétaire qui vous connaît parfaitement. Grâce à Q&A, je peux retrouver les dates de mes publications, les épisodes dans lesquels on a partagé une expression désuète, à quel moment un soutien Patreon a choisi de s'inscrire et évidemment, en plus de donner la réponse, l'outil Q&A vous indique les pages correspondantes dans votre espace Notion. Testez vite Notion IA et ses fonctionnalités d'intelligence artificielle gratuitement sur notion.com/techcafé. Et puis en allant visiter ce lien et en prenant connaissance des services rendus par Notion, vous soutenez aussi évidemment TechCafé. Rendez-vous donc tout de suite sur notion.com/techcafé. Merci aux équipes de Notion IA de soutenir le podcast et de contribuer à faire de TechCafé un podcast qui dure dans le temps. Un petit mot sur les avis Apple Podcast, en particulier pour Raoul 3800. Sur Apple Podcast, et il nous dit podcast indispensable pour se tenir au courant de l'actualité technologique dans la bonne humeur. Merci et pourvu que ça dure et continuez à nous déposer vos avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. L'enjeu, vous le savez, c'est quand les gens ils cherchent des sujets autour de la tech qui pourraient les amener à écouter Tech Café. S'ils voient que le podcast est très bien évalué, ils vont peut-être être un petit peu plus susceptibles de s'abonner et donc on a tout intérêt à cumuler les avis positifs. Et puis, avant même de commencer les news, je voudrais relayer un tout petit sujet sur lequel je suis tombé très rapidement. Une découverte, c'est un rapport du... Alors attention, on commence avec du lourd. Hein. C'est un rapport du Forum économique mondial, The Global Risk Report 2024, c'est la 19e édition. Et dedans, il y a des menaces qui sont identifiées. Donc voilà, c'est pas l'enthousiasme le plus grand, mais grandes menaces mondiales. Et je voulais vous interroger pour savoir, Guillaume, Steph, est-ce que vous savez quelle est la menace numéro 1 identifiée pour les 2 prochaines années? Peut-être Steph, est-ce que tu as une idée? Allez, je commence avec une question à brûle-pourpoint, à chaud. Hein. Oui. Tu n'avais pas pu te préparer. Hein. Non, pas du tout. J'imagine que ça doit être en lien avec l'IA, non? Ok, on retient ce point. Guillaume, est-ce que tu as des hypothèses? Les moustiques. Les moustiques, mais oui, comment as-tu deviné? Non, c'est pas du tout les moustiques. Non, en fait, juste pour info, c'est évidemment la circulation de fausses informations. Et en fait, pour l'anecdote, c'est la première fois que dans ce rapport du Forum économique mondial, les fausses informations, alors déjà arrivent premier et surtout passent devant les grands risques climatiques. C'est-à-dire qu'ils considèrent maintenant que bon, les grands risques climatiques, c'est grave. Mais là, pour les 2 prochaines années, le plus grave et le plus risqué, c'est la circulation de fausses informations. Évidemment, tu as raison, Steph, propulsé par les progrès en intelligence artificielle notamment, mais aussi avec un contexte bien particulier qui est que la moitié de la population mondiale doit voter en 2024. Donc voilà, c'est histoire d'être un peu tranquille, tu vois, de partir sur un épisode positif. On sent que les perspectives à court et moyen terme dans le monde sont hyper enthousiasmantes, ne serait-ce qu'en matière de désinformation. Au passage, la question qui est posée à un moment dans le rapport, c'est quels sont les 5 risques les plus susceptibles de constituer la plus grande menace pour votre pays au cours des 2 prochaines années. Et c'est intéressant de voir que la désinformation, en Inde, c'est le premier sujet. Donc ils sont très conscients, hein, les Indiens, de l'enjeu que ça peut représenter. Aux États-Unis, c'est le 6e et en Union européenne, le 8e. Forcément, ça a peut-être moins de poids. Ça ne veut pas dire que les catastrophes climatiques ne sont pas importantes, mais juste à l'échelle de 2 ans, c'est la désinformation qui est identifiée comme risque numéro 1, loin devant pour la première fois. Sur ce contexte extrêmement enthousiasmant et sans autre forme de procès, Guillaume, il faut qu'on parle de liberté un peu, hein, la liberté de faire ce qu'on veut avec nos appareils. C'est parti et c'est Apple qui nous propose ça. Tu l'avais pressenti, Apple s'est encore illustré, donc le DMA et le DSA vont entrer en vigueur, et Apple, parmi d'autres bien sûr, doivent se mettre en conformité. Évidemment, Apple le fait avec une mauvaise foi qui confine au sublime, parce que là on est quand même à un niveau olympique. Bon alors c'est normal, c'est l'année. Hein. Apple, comme vous le savez tous, est un véritable contrôle freak, et il conserve une totale maîtrise de sa plateforme. Aucun autre App Store que son App Store, aucun autre moyen de paiement que celui de son App Store, et jusqu'à peu, hein, aucun moyen d'utiliser les puces NFC de sa propre application, autrement qu'avec sa propre application de paiement. Aucun autre moteur de recherche, aucun autre moteur de rendu de page web, que celui de son navigateur, donc vous voyez l'idée. Bon, seulement voilà. Pour Safari, qui est pas enfoncé comme étant le meilleur, en plus, mais enfin. En plus. Voilà, tout ça est anticoncurrentiel, donc non acceptable pour le DMA, donc c'est le Digital Market Act européen. Et à coup de pied dans le derche, donc Apple doit changer. Mais bien sûr, il n'est pas obligé de le faire de bonne grâce non plus. Hein. Il n'est pas content.
Et il le fait savoir. Et donc, tel une mule retorse un jour de pluie sur un sinueux chemin forestier du Vercors en novembre, Apple avance en rechignant, mais en rechignant tellement qu'on se demande si en fait il recule pas. Premier point litigieux, l'App Store. Il doit voir devenir de la concurrence et qui ne doit plus être la seule source d'application de la plateforme. Alors c'est une révolution copernicienne complète pour Apple qui doit donc autoriser le sideloading, comme on dit. Alors il l'autorise, mais il impose une taxe de 50 centimes pour chaque installation d'une application qui aura plus d'1 million de téléchargements. Je ne dis pas comme c'est motivant, parce que ça implique que même une démo, même une application gratuite, va te coûter très très cher si elle est populaire, paradoxalement. Donc, il y a un péage à l'entrée d'iOS, concrètement. Donc plus dissuasif que ça, c'est quand même difficile. Nikita Beer, qui est fondateur d'une appli qui s'appelle Gas, a calculé que pour une app avec 10 millions de téléchargements et 10 millions de chiffre d'affaires, on serait dans les 500 000 $ de frais par mois, soit 2 fois plus qu'actuellement, dans les conditions donc, qui sont actuellement normales, quoi. Alors l'App Store devant aussi faire de la place à des magasins concurrents, ok, pas de problème. Mais une boîte qui veut installer un magasin sur iOS devra montrer des garanties à Apple. Alors précisément, les candidats devront avoir une banque qui se porte garante à hauteur d'1 million d'euros. Et pareil, c'est une grande banque en plus, tu vois, voilà. Donc c'est pas un truc qui est noté A à l'école des fans des banques. Alors, vous voulez faire des transactions in-app avec un système différent de celui d'Apple? Pas de problème. Mais il faut quand même payer Apple une taxe de 27%, une commission sur le travail qu'il ne fournit pas, avec une taxe de 50 centimes qu'il impose sans rien foutre de leur côté aussi, ça sans rien héberger, sans rien contrôler, mais bon. Alors, cerise sur le caca pour finir, effectivement, oui, il sera aussi possible sur iOS d'utiliser un autre moteur de rendu des pages web que WebKit, ça y est, mais uniquement en Europe. Conséquence immédiate pointée par Mozilla, il faut donc maintenir activement 2 applications. Une pour l'Europe avec Gecko, dans le sens de Firefox, c'est le moteur de Firefox, et une autre pour le reste du monde avec donc WebKit. Donc 2 fois plus de boulot pour pas un rond, avec les compliments d'Apple et bisous. Bon, Mozilla considère qu'Apple rend la situation la plus douloureuse possible à ceux qui oseraient se lancer dans l'aventure, alors évidemment, ça gueule. Epic et vent debout pour lui, tout ça c'est de l'arnaque, et de la grosse bouse fumante. Alors, traduis ça comme ça, c'est quand même un petit peu ce que veut dire malicious compliance et hot garbage, qui sont les termes propres de Tim Sweeney, donc le PDG d'Epic. Spotify parle tout simplement d'extorsion et de farce complète. David Heinemeier, Hansen, qui est cofondateur de Basecamp, appelle ça une pilule empoisonnée qui est donc destinée à s'assurer que personne n'utilise les nouvelles possibilités, et donc reste bien dans le giron d'Apple. Paul Haddad, qui est cofondateur de Tabbot, pense que tout ça est pas gérable, surtout pour ce qui est du freemium en fait. Et bon, voilà, d'autres encore explicites, d'autres encore évidemment, personne n'est dupe de toute façon. Apple rend aussi difficile que possible de changer le statu quo, et il fait semblant de se soumettre à la loi tout en dissuadant tout le monde de changer quoi que ce soit. C'est ce que dit l'association Coalition for App Fairness, qui est, il est vrai, menée par Epic, mais pas seulement. Microsoft aussi estime que c'est un pas dans la mauvaise direction, c'est un sentiment qui est vraiment très partagé. On se demande pourquoi. Ouais, c'est une situation à laquelle, alors on savait que ça allait être compliqué, mais je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué. Et j'avoue que je ne pensais pas d'ailleurs qu'il y aurait une possibilité même d'intervenir et d'appliquer ce type de taxe. Moi, j'étais très surpris. Steph, comment est-ce que tu as été aussi surpris que moi ou finalement t'es un peu blasé, t'es un peu Tim, tu t'y attendais par rapport à la vision d'Apple sur la mise en application des règles en Union européenne? Alors, juste pour être sûr d'avoir très bien compris, parce que du coup, j'ai pas trop suivi. Désolé, j'ai lu les articles, mais qui me surprend, c'est on est bien d'accord que cette taxe, elle n'est mise en place qu'à partir du moment où on choisit la voie du nouvel App Store. Si on reste sur l'App Store, si on reste statu quo, on ne paye pas cette fameuse taxe CTF, je crois qu'il s'appelle. C'est uniquement dans ce cadre-là, on est bien d'accord. Oui, c'est uniquement quand, si tu restes comme maintenant, effectivement, il n'y a pas de taxe. Bon, par contre, si tu mets à disposition ton app sur ton site web et que tu proposes aux gens de l'installer, en gros, en mode je télécharge l'APK et t'installes, je sais pas et physiquement comment ça va se passer, mais tu es redevable d'une taxe, effectivement. Est-ce que je suis surpris qu'Apple joue comme ça? Non. Non, je suis pas surpris. Ils allaient pas rendre les choses faciles, c'est sûr. Après, pour des simples considérations, si on est un petit peu, si on pousse un peu le délire jusqu'au bout, pour les considérations purement, on va dire sécuritaires, s'ils s'assurent que derrière ces frais-là soient uniquement pour assurer la sécurité des utilisateurs d'iOS, ça me semble un prix absolument démesuré. Mais je veux dire, c'est pas complètement anodin non plus les frais de développement et les frais de surveillance derrière. Donc je sais pas, ça me semble pas si dingue que ça si on met tout ça en perspective.
Si je prends du recul sur leur proposition, finalement, au final, qu'il y ait une taxe, je sais pas. Finalement, je reviens un petit peu sur mes premières impressions qui étaient extrêmement outrées. Je suis juste un petit peu outré et le fait qu'il y ait une taxe, pourquoi pas. Après, le montant de la taxe est complètement pharaonique. Enfin, le c'est montant de la taxe, dingue. c'est 2 fois. Enfin, en gros, même si on admet qu'il est acceptable d'avoir un péage à l'entrée mais admettons. de ta machine, le fait que tu sois puni de ne pas utiliser Apple en payant 2 fois plus, comme ça a été démontré, que si tu utilises la plateforme d'Apple, ça c'est pas acceptable, je pense. Effectivement, on est assez d'accord. Et d'ailleurs, est-ce que c'est acceptable aux yeux de l'Union européenne? On va voir. En tout cas, Epic, ils ont déjà fait le choix, hein, Guillaume. Ils retiennent cette option. Ils ont communiqué sur le retour de Fortnite, forcément. Bah oui, rien que par principe, hein, j'imagine, Epic va lancer son App Store son propre App Store sur iOS, hein, c'est officiel. Alors Epic, évidemment, il a les moyens, donc il va lancer son Epic Game Store, et donc Fortnite, qui va faire son grand retour sur les plateformes Apple, après une absence de 3 ans et un procès fleuve, hein, qu'Epic a, pour résumer, perdu. Enfin, c'est le projet, mais comme Apple a bien veillé à rendre les choses le plus compliquées, alambiquées et chères possible à tous les rebelles, et qu'en théorie, il peut même choisir quel magasin autorisé sur son OS, c'est pas encore gagné. D'autant que d'après Tim Sweeney, ils sont encore en train de lire les petites lignes, ça pourrait encore évoluer. Alors, il y a Riley Testu qui veut aussi ouvrir son Alt Store sur iOS, et il trouve même que la contrainte d'avoir une grosse garantie, finalement, peut se comprendre et évitera les arnaques faciles. Donc, c'est un petit peu ce que vous dites, hein, effectivement. Voilà, c'est une garantie que pas n'importe qui peut ouvrir un App Store, avec des fausses applis, et puis encaisser le truc et partir, quoi. Donc, alors évidemment, Alt Store, c'est un peu particulier. Lui, il prend pas de commission du tout sur cet App Store-là. Il y aura une intégration étroite avec Patreon. Pour l'Epic Game Store, d'ailleurs, il n'y aura pas de changement par rapport à ce qu'on connaît de l'Epic Game Store sur d'autres plateformes. C'est-à-dire, c'est 12% de commission sur PC comme sur iOS. Et donc, malgré tout, malgré la mauvaise volonté évidente d'Apple, hein, les choses vont changer et la plateforme va s'ouvrir à de nouveaux modèles. Ce qui est quand même un point positif. Cela dit, appeler ça de la mauvaise volonté, c'est quand même un gros euphémisme. Et la question se pose sérieusement de savoir si c'est pas plutôt de l'obstruction. De savoir si Apple est vraiment mis en conformité avec le DMA, en respectant la loi, et surtout l'esprit de la loi. Parce que le DMA, avant tout, c'est quand même une manière d'éliminer des pratiques anticoncurrentielles, hein. Or, ce que fait Apple, c'est permettre sur le papier une concurrence à ses services, tout en rendant cette possibilité la plus difficile possible, la moins attractive et surtout la moins rentable possible, c'est-à-dire pas viable économiquement pour une grande majorité de développeurs. Donc en théorie, iOS s'ouvre, en pratique, rien ne changera dans 99% des cas parce que changer est rendu trop difficile et trop cher sciemment par Apple. Peut-on dire alors qu'il respecte les règles du DMA, qu'il vise à créer un paysage concurrentiel plus juste et équitable? Eh ben, c'est une très bonne question qui se pose actuellement, même en ce moment même à la Commission européenne, hein, puisqu'il y a Thierry Breton qui a explicitement dit que si les solutions proposées ne sont pas suffisantes, ils n'hésiteront pas à appliquer de lourdes sanctions. Bon. Donc on regarde, écoute, moi je reprends un petit paquet de popcorn. et moi, du coup, je me tourne vers toi, Steph. On peut se prêter au jeu des prédictions. Est-ce que tu penses que l'Union européenne va se satisfaire de ça? Facile, non? Non, je pense pas. Je pense qu'à mon avis, il risque un peu de mettre Apple dans les cordes. Mais surtout, moi, ce qui me dérange, c'est que pour l'instant, cette taxe, elle est à 0,5, mais qui nous dit que dans 2 ans, Apple décidera pas de la mettre à 2, 3, 4. En fait, pour moi, la difficulté qui se pose, c'est que quand on est développeur et qu'on décide d'aller sur un store alternatif, si rien ne nous dit que dans le temps, ça ne va pas évoluer et que Apple décide de modifier unilatéralement la valeur de la taxe, et du coup, ça risque quand même d'être encore plus dissuasif s'ils voient que finalement, ils ont réussi à ne pas faire en sorte que tout le monde soit écœuré par ce nouveau système. Ils peuvent très bien le modifier unilatéralement dans un second temps. Ma question derrière tout ça, et je me tourne vers tous les deux, est-ce que vous pensez qu'il sera possible demain d'avoir des applications qui vont, alors à nos risques et périls, hein, mais circuler sans forcément avoir une responsabilité qui sera identifiée d'un développeur en particulier? En gros, est-ce que n'importe qui peut mettre à disposition une app de manière anonyme, tu vois, sous le manteau, sans se faire identifier comme étant le développeur, et puis passer sous le radar de la taxe, tout simplement? Guillaume, c'est possible ça ou pas? Non, mais je pense qu'ils ont tout prévu. Ça m'étonnerait que ce soit possible, parce qu'à mon avis, ils ont tout prévu. Ça fait longtemps qu'ils réfléchissent à comment essayer de torpiller les injonctions qu'on leur pose, et je pense qu'ils ont prévu. Ça passerait par quoi? Une licence numérique? Enfin, je sais pas comment ça peut être mis en place. Probablement. Ils ont été
ils ont été traumatisés, je pense, par Cydia, et vraisemblablement ils avaient réussi à régler le problème de ce magasin d'applications alternatif parce que lui il n'arrivait plus à suivre les évolutions d'iOS, et puis techniquement ça ne devenait plus vraiment possible. Donc on sent bien qu'ils ont toute envie de faire pour verrouiller. On verra si ça marche. On continue, Guillaume, avec des histoires de flambeurs quelque part. Et tu voudrais nous reparler de ce petit Rabbit Air One, ce petit appareil qui ressemble à la console Playdate Orange là, et dont la seule et unique interface est basée sur l'intelligence artificielle. À part la petite molette, oui. Excuse-moi. Oui, il y a des petites molettes, il y a un petit écran, mais bon, enfin voilà, il y a un micro, mais bon. C'est vrai, il y a le lapin, voilà, ce lapin qui effectivement a fait sensation, le Rabbit Air One, donc qui ressemble à un téléphone portable Play School, et qui donc fait une interface entre nous et une IA qui fera un petit peu tout, y compris nous aider à utiliser notre téléphone qui est devenu trop compliqué pour nous, pauvres humains dépassés par l'intolérable complexité de Airbnb ou de Temu. Bon, voilà. Et ce lapin, en fait, il est plein de perplexité pourtant, tu vois. Bon, c'est parce qu'on sait désormais que ce petit appareil, il est gratuit. Et oui, parce que si vous l'achetez vite, alors c'est limité aux 100 000 premières commandes, donc je sais pas si c'est encore d'actualité, vous obtenez 1 an d'abonnement à Perplexity Pro qui coûte $20 par mois. Or, le lapin R1, il coûte $200, donc c'est comme si on vous payait pour l'avoir. C'est fou ça. Non, je déconne. Évidemment, les sous iront dans leur poche, mais ça montre le lien étroit qu'il y a entre la boîte Perplexity AI et ce nouveau, qui est un nouveau venu un petit peu dans le monde de l'IA. Enfin, disons, un des nouveaux acteurs, et puis ce nouveau venu dans le monde de, je sais pas, accessoires, gadgets électroniques. Alors, Perplexity AI, c'est une start-up ambitieuse qui veut carrément remplacer Google. Son but, effectivement, c'est de faire de la recherche par IA. Elle le faisait même avant un petit peu, avant tout le monde. Enfin, c'est vrai que tout le monde veut remplacer Google ces temps-ci, le pauvre. Et Perplexity est déjà valorisé à plus de 500 millions et elle a reçu des gros fonds de Jeff Bezos et Nvidia. Et aussi de Susan Wojcicki, donc de YouTube, avec PDG de YouTube, d'Andrei Karpathy, qui est d'OpenAI, etc., etc. Donc ça fait pas mal de noms assez connus. Si on regarde Anthropic, principal concurrent d'OpenAI avec ce bon vieux Claude, on a Amazon et Google derrière qui ont injecté des milliards, alors plusieurs milliards, mais je c'est pas 6 ou peut-être plus milliards, donc c'est quand même pas mal. Hugging Face, qui est un petit peu le GitHub de l'IA, est évalué à 4 milliards et demi, et il vient de faire un partenariat avec Google, qui était déjà un gros investisseur, tout comme Amazon, Nvidia et Salesforce. Nvidia, qui capte 90% des revenus du deep learning actuellement, il est de loin le fournisseur principal de puces pour l'entraînement et pour l'utilisation, pour l'inférence désirée, chez à peu près tout le monde, et ça va continuer, selon l'estimation de Gartner, à tel point que la prédominance de CUDA devient un problème, d'ailleurs, je trouve, mais bon. Donc, on rappelle par Microsoft, qui a injecté plus de 10 milliards dans OpenAI, on en a parlé 20 fois. Microsoft, qui au passage vient de dépasser les 3000 milliards de dollars de valuation boursière, avec une action qui a quadruplé en 5 ans et qui a presque doublé en 12 mois. Au moment où j'ai regardé, c'est hier, Microsoft était même très légèrement au-dessus d'Apple en termes de valorisation. Et après, il y a Meta, bien entendu, autre acteur majeur de l'IA qui souhaite devenir un acteur encore plus majeur, puisque voilà, il veut vraiment sur le devant de la scène avec des investissements massifs. Souvenez-vous, la semaine dernière, on parlait de l'équivalent de 600 000 GPU top niveau Nvidia, ça fait c'est l'équivalent de au moins, 16 à 20 milliards de dollars, ça dépend à combien, parce que les prix fluctuent entre 30 000 et 50 000 dollars la puce, quand même. Donc son action est en hausse, d'ailleurs, elle continue depuis un an aussi, elle a doublé à peu près pareil. Alors tout ça pour dire que il y a quand même pas mal de noms qui reviennent souvent dans tout ça et qu'on parle surtout un petit peu toujours des mêmes. De très grosses boîtes tech multimilliardaires, quand on parle d'IA, on parle finalement de pas tant d'acteurs que ça, ce qui veut dire essentiellement qu'on assiste à une concentration des moyens par des acteurs qui étaient déjà souvent très riches. Et ça pose problème. Et c'est évoqué au FTC Tech Summit, donc cette semaine, qui a des effets de concentration et donc des problèmes de monopole potentiel. Et de fait, Nvidia d'ailleurs est monopolistique de fait sur le matériel, puisque ça crée d'ailleurs des goulets d'étranglement, puisque ça fait que les puces sont rares et chères, puisqu'il n'y a qu'un seul fournisseur. Donc il n'y en a pas pour tout le monde, seuls les plus riches peuvent encore se fournir en masse, et on parle de poids lourds, des choses qui étaient des gens qui étaient déjà dominants sur le cloud normal, traditionnel, et ce qui va leur permettre de devenir plus dominants encore sur les infrastructures IA. Google, Microsoft et Amazon, c'est déjà plus de 66% du cloud traditionnel. Et tous offrent des services d'accélération de calcul de deep learning, avec du TPU, du Trainium, des Maya 100, des Nvidia H100, etc. Bon, ils ont les moyens d'acheter toujours plus de puces, ou carrément de se les fabriquer eux-mêmes. Et ils ont aussi des partenariats avec des boîtes IA. Et en temps de pénurie, comme maintenant, ils pourraient être tentés de leur réserver préférentiellement une partie de leur puissance disponible. Et ça pourrait poser un problème pour le paysage compétitif dans le secteur de l'IA au sens large. En gros, soit tu t'acoquines avec un mastodonte du cloud, soit tu trouves pas de puissance de calcul pour faire ton business.
Et on parlait du problème de CUDA tout à l'heure. Le fait qu'il y ait que très peu de compétition sur le matériel est un gros souci. Tout le monde veut du Nvidia. Et les prix, aujourd'hui, je pense que c'est de l'ordre de $50 000 H100, c'est de la folie. Alors évidemment, c'est un bonheur pour lui, hein. Nvidia, il est content. Alors là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il vient de dépasser les 1500 milliards de dollars de valuation en bourse et ça va continuer à croître un petit moment. Mais c'est pas ça, ce truc. Et ça vient aussi du fait qu'il y a finalement peu de grosses boîtes cloud parce que ce sont elles qui achètent les puces aussi. Et bon, donc du coup, c'est aussi les plus gros clients. Et donc, en gros, il faut qu'il y ait une très grosse demande pour justifier des investissements pour développer de nouveaux processeurs, de nouvelles machines. Et finalement, il y a assez peu d'acteurs. Et finalement, ça se mord la queue, quoi. Ce qui se passe, c'est que justement, les grosses boîtes développent leur propre matos aussi. Ce qui pourrait encore accroître leur pouvoir de contrôle et permettre leur permettre de dicter les prix. Donc c'est pour toutes ces raisons que la FTC lance une enquête sur les investissements des gros fournisseurs cloud, donc Google, Amazon et Microsoft, dans OpenAI et Anthropic, pour commencer. Hein. Donc elle veut les détails et les contrats. Elle veut le plus d'infos possible, en fait, pour juger si oui ou non cette concentration de moyens est susceptible de fausser la concurrence. Alors les boîtes ont dans les 45 jours pour répondre, après il faudra suivre un petit peu ce que fait ou ce que peut faire la FTC. Seb, je ne sais pas si ça t'inspire une réaction sur cette concentration, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire de la tech est ponctuée à chaque fois de gros poids lourds qui arrivent à s'accaparer une grosse part du gâteau, et je peux comprendre que la FTC ait envie d'anticiper ça, si jamais c'est le cas, mais bon. En fait, je voulais surtout rebondir, moi je trouve sur la qualité du management d'entreprise et la vision de Satya Nadella, je suis quand même surpris et éberlué, honnêtement, de me dire que on part de l'époque post Steve Ballmer. Ouais, exactement, ouais. Steve Ballmer. Et on arrive à un PDG qui a cette vision de faire un switch vers le cloud, vers les services, qui est passé en capitalisation boursière, alors très temporairement, mais au-dessus d'Apple, je trouve ça remarquable, vraiment. Ouais. C'est peut-être d'ailleurs le principal enseignement que beaucoup d'observateurs tiraient de l'épisode où Sam Altman avait été éjecté et est revenu au bout de quelques jours. C'est que finalement, Satya Nadella démontrait de manière magistrale à quel point il arrivait à très très bien piloter un aussi gros paquebot qu'est Microsoft, mais aussi quelque part une aussi grosse industrie qu'est la tech avec l'intelligence artificielle pour essayer d'en tirer parti. Donc oui, chapeau à lui sur le plan du management, ça restera probablement comme étant un cas d'école dans l'enseignement du management d'entreprise, ça c'est. Oui, d'autant qu'effectivement, Steve Ballmer, c'était l'incarnation de l'échec de Microsoft de prendre le virage de la mobilité. Et ils ont rebondi, mais effectivement, c'est incroyable. Bravo Microsoft, bravo Satya Nadella. Ça nous permet de conclure cette rubrique et d'enchaîner sur une autre rubrique tout aussi sulfureuse, et les mots sont choisis parce que oui, vous avez peut-être vu Taylor Swift dans l'actualité, mais associé à des thématiques peu recommandables, Guillaume, Taylor Swift, sous tous ses aspects, a été visionné par de nombreuses personnes sur X. Oui, bien nommé. Qui aurait pu prédire, mon cher Guillaume, qui aurait pu prédire qu'on finirait par avoir des torrents d'images synthétiques porno de célébrités sur les réseaux sociaux. Ouais, franchement, c'est un choc. C'est une sidération totale, avec laquelle je découvre cette semaine des images génératives de Taylor Swift qui ont bondi de Telegram jusque sur des comptes X et qui sont repassés sur Reddit après, où d'ailleurs elles continuent plus ou moins de tourner sous les radars. Donc on parle de deepfake porno, on parle de photos, de photos porno, artificielles, c'est des images synthétiques. Et on parle, nous, de deepfake porno depuis au moins 5 ans. Je veux dire, au moins, depuis les premiers transferts de visage connus sur des actrices spécialisées. Puis, plus récemment, évidemment, avec les Stable Diffusion, les polémiques Stable Diffusion Midjourney, qui savent d'ailleurs, par ailleurs, parfaitement reproduire dans des postures tout à fait dignes, des Scarlett, des Amber ou des Taylor. Et puis, évidemment, il y a les variantes de Stable Diffusion qui savent faire des photos coquines et qu'on peut entraîner sur les visages de qui on veut, de toute façon. Ça fait un petit moment qu'on en parle, et d'ailleurs, tout dernièrement, on n'a même plus besoin de s'embêter avec tout un bordel de Laura et compagnie. Le 15 janvier dernier, tombait un article sur Instant ID. Et Instant ID, c'est c'est un nouveau modèle, une nouvelle méthode. C'est simple, tu donnes la photo de la personne que tu veux, un prompt, éventuellement un style à suivre, et le modèle génère l'image que tu demandes avec le visage parfaitement reconnaissable. Taylor Swift en super-héroïne ou en astronaute, c'est carrément l'image d'illustration d'Instant ID. Yann Lequin en mode cubiste, Emma Watson en peinture romantique, il suffit de demander. Donc voilà, c'est de plus en plus simple. C'est une démonstration que t'as même plus besoin finalement de travailler, Même le pape s'est rendu compte que des soucis potentiels. Dans un message pour la 58e journée mondiale de la communication sociale,
il parle de désinformation et des dangers des images génératives dont il est conscient d'avoir été lui-même victime. Quand il a mis sa grosse doudoune là en blanche en mars dernier, il l'a vu, il y a pas de problème. Tout ça pour dire à quel point c'est pas nouveau et à quel point les images génératives de personnes réelles et souvent de femmes et souvent voilà coquines, hein, c'est un truc qui ne cesse de s'amplifier, même si en France, c'est illégal, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème, je pense que ça rentre direct dans le droit à l'image, hein, j'imagine, hein, de diffuser une reproduction non consensuelle de toi, a fortiori avec un faux porno avec ta tête dessus, c'est illégal, je pense même diffamatoire. Aux US, pour être honnête, je sais pas trop, parce que je me souviens dans le New Jersey, il y avait un cas d'une jeune fille qui avait été harcelée sur la base de fausses photos dénudées d'elle. Il y a eu plainte, mais j'ai pas énormément d'infos sur les suites, sauf que l'image a cessé de circuler. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de loi fédérale interdisant explicitement la création d'images sexualisées d'une personne réelle, d'après le Wall Street Journal. Donc il n'y a pas les moyens de stopper immédiatement le phénomène comme ça, mais il pourrait y avoir d'autres moyens, surtout pour les mineurs, hein, puisque il y a un précédent avec un gars de 22 ans qui a pris 10 ans de tôle pour avoir fait circuler du porno synthétique de filles mineures. Bon, sauf que là, évidemment, Taylor Swift, elle est majeure, hein. Et bon, mais c'est Taylor Swift, donc du coup ça monte au cerveau et qu'il y a un problème quand même, et Satya Nadella a dit que c'est alarmant et que bien sûr chez Microsoft ils ont sans responsabilité, tout ça, ils font super gaffe à la sécurité de leur modèle. Alors, on parle de Satya parce que, même si je sais pas exactement quel modèle a été utilisé pour produire les images en question, hein, dans le groupe Telegram il était question de comment faire ce qu'on veut faire ce qu'on veut à DALL-E, qui est DALL-E 3, hein, qui est théoriquement bien protégé, enfin DALL-E 3 ou ses variantes en réalité, puisque il y a, comment il s'appelle, Designer qui utilise aussi le même modèle. Et donc Microsoft a annoncé un tout petit peu plus tard qu'ils avaient introduit des protections supplémentaires dans Designer. Alors moi, les images que j'ai pu voir, c'est vrai qu'à première vue, elles sont impressionnantes de réalisme, mais il faut quand même pas longtemps avant de remarquer des trucs qui clochent, hein. Aucune image que j'ai vue n'était assez bonne pour passer pour une vraie photo. Tu regardes attentivement, il y a des aberrations, voilà, classiques, on va dire. Bon, enfin, est-ce que ça a été fait par Designer? Bon, difficile à être certain, mais bon. Donc pendant ce temps, les Swifties vont au secours de leur idole, hein, en inondant les plateformes de photos tout à fait consensuelles pour noyer les fakes. C'est mignon, mais on peut pas s'empêcher de penser à toutes les femmes qui sont moins ou pas du tout connues, hein, qui n'ont pas de dizaines de millions de fans pour les défendre. Parce que pour elles, le préjudice, il est encore plus grave, hein, je trouve, parce que Taylor Swift, finalement, elle craint quoi? Tout le monde sait que ce sont pas des vraies photos. Est-ce qu'elle va plus se faire harceler qu'avant? C'est pas clair. Et pour une anonyme, c'est très différent. Puis elle peut avoir des ressources en plus pour se défendre, probablement que d'autres n'ont pas. Voilà. Et Taylor Swift manque pas de ressources, tu vois. Pour une anonyme, qu'est-ce que tu fais? C'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus violent, puis t'as pas une armée d'avocats derrière. Bon. Enfin bon, quoi qu'il en soit, le scandale Swift pousse la Maison Blanche à s'exprimer et à affirmer la nécessité d'une loi anti-deepfake porno, donc le Congrès doit agir, mais bon, pas que, hein, parce que ce qui est assez dingue, c'est que de toute façon, tout ça est déjà interdit sur la plupart des plateformes. Reddit, par exemple, où je vois passer beaucoup de choses, interdit la pornographie involontaire. Pourtant, ça circule quand même, et sur X, il y a une interdiction de nudité non consensuelle et de médias manipulés et synthétiques. Et sur cette même plateforme, par ailleurs, on trouve quantité de pubs pour des applications qui déshabillent artificiellement des femmes, tu vois. Donc c'est pas que les règles sont pas là, hein, c'est que il faudrait les appliquer, quoi. Tu vois, et pas tous les 36, une fois, plus souvent que les 36 du mois. Ouais, bon, donc du coup, là, évidemment, ce scandale rend tout ça très visible, hein, donc politique compris. Tout le monde se rend compte à quel point il y a du boulot, déjà pour faire appliquer les règles, hein, en place, puis parce que le cas Taylor Swift aura des développements au-delà du premier ordre, on l'espère en tout cas. C'est que ça permette, si tu veux, on espère, hein, que ça permette aussi d'alerter le public et les pouvoirs publics, c'est vrai, mais aussi la société en général, même ceux qui s'intéressent pas trop au sujet, hein, sur les dangers potentiels des médias synthétiques, hein, porno finalement, mais aussi au-delà, hein, parce que après éradiquer le deepfake non consensuel de base, c'est sans doute impossible. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas chercher des moyens de limiter la propagation de ces trucs-là et leurs effets néfastes le plus possible, hein, d'autant que c'est finalement un problème très connexe au harcèlement en ligne en général, qui est un vrai problème de société, quoi. Oui, vraisemblablement que ça exacerbe ce harcèlement en ligne. Et d'ailleurs, et on va en reparler juste après, ça touche aussi à la manière dont on modère le contenu et dont les plateformes réagissent ou ne réagissent pas. Moi, je voulais aussi brancher le témoignage de Salomé Saké, qui est journaliste, qui avait pris la parole il y a de ça quelques semaines maintenant, sur le fait qu'elle avait reçu des photos que des personnes lui avaient carrément envoyées par message privé d'elle, justement mises dans des situations de nudité et sexualisées. Et elle arrivait bien à témoigner aussi de l'impact psychologique que ça peut représenter. Et alors bon, Salomé Saké n'est pas non plus Madame Michu qu'on va croiser dans la rue et qui n'aurait pas de moyens pour réagir face à ça, parce qu'évidemment Salomé Saké elle a une audience sur les réseaux sociaux
Et au-delà de ça, globalement, c'est une personnalité un peu publique. Alors, elle n'a pas l'audience de Taylor Swift, mais elle a déjà probablement des ressources pour se défendre de ça, bien moins que Taylor Swift. Et elle exprimait déjà à quel point ça pouvait être difficile d'un point de vue psychologique de supporter ça. Mais bon, Steph, tu réagis évidemment quand tu veux, hein, tu prends la parole quand tu veux, tu es notre invité d'honneur, tu as un double tapis rouge encore plus moelleux que les personnes qui nous soutiennent sur Patreon, mais c'est vrai que c'est difficile de considérer à la fois ce sujet qui est pas nouveau, mais qui prend une proportion de plus en plus importante, quoi, mais qui aurait pu prédire effectivement. Alors moi, ce que je voudrais juste souligner, c'est déjà, je tenais à féliciter Guillaume pour les notes de l'émission. Encore une félicitation. Vous avez rigolé, mais le développement de Taylor, bravo, bravo. Ça sent la blague de matheux, mais bravo quand même. J'ai bien rigolé. Comme souvent d'ailleurs. Enfin, souvent, régulièrement. Et c'est vrai, enfin le fameux qui aurait pu prédire. Enfin, allez, on va faire une équation toute simple. Hein. IA génératif, médiastar, Internet. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Ouais. Vraiment au hasard. On va faire la même avec politique. Qu'est-ce qui pourrait mal se finir, quoi? Donc ouais, je suis un peu inquiet. Et effectivement, je suis pas. Je rebranche sur ce que tu disais au début. Finalement, ça me surprend pas tant que ça que la désinformation fasse partie des préoccupations majeures. Vraiment. Là, on le voit bien, ça a des répercussions qui sont honnêtement inquiétantes. Hein. Oui, et alors je reboucle encore une fois effectivement sur cet élément d'intro. Je pense que l'enseignement fort, c'est évidemment pas de dire que la désinformation est physiquement plus dangereux que le réchauffement climatique et ses conséquences. Nul doute évidemment qu'au global, le réchauffement climatique a des impacts assez forts, mais de voir que la désinformation est un risque numéro 1 dans les 2 ans à venir, ça veut dire que c'est un risque qui est d'autant plus présent et fort pour la société que le réchauffement climatique à court terme. Donc il va falloir réagir. Et du coup, Guillaume, on a des très bons exemples de la manière dont il faut réagir à tout ça. C'est d'ailleurs du côté des réseaux sociaux. Ils savent comment s'organiser par rapport à ça. Bah bien sûr, il faut aller faire confiance, c'est des pros, non? Alors. C'est des pros, ouais. Mais oui, X a réagi d'ailleurs. X il a réagi à la X, c'est-à-dire en mode quick and dirty. X numéro 1 du quick and dirty depuis 2022. X a donc monté, il doit montrer évidemment qu'il fait un truc, au-delà de suspendre le compte qui diffuse des images. Il a demandé à ses ingénieurs de bloquer les recherches. Et l'algo, pour bloquer les recherches, il est assez compliqué puisque ça doit être un truc de si requête égale Taylor Swift ou Taylor Swift AI, alors fais pas recherche. Et puis voilà, parce que le journaliste de The Verge qui a essayé, il a écrit Taylor AI Swift et ça a marché. De même que Swift Taylor d'ailleurs. Donc, il y a plus ces images apparaissent d'ailleurs, alors ça a peut-être changé depuis, dans l'onglet médias, ça apparaît quand même. Bon, peut mieux faire en termes de damage control, mais bon, soyons pas trop sévères avec cet ingénieur qui doit probablement faire ça en plus de maintenir le code, faire la compta, laver le sol et changer les tonnerres de la photocopieuse sur ses données personnelles. Pour l'instant, au moment où je parle, je sais pas exactement ce que va faire Taylor Swift, mais il est pas impossible qu'elle se retourne d'ailleurs contre les sites qui ont diffusé les images, et donc X, mais bon, aussi potentiellement Thread, Reddit et compagnie. Et pour conclure sur X, d'ailleurs, puisqu'on y est, on en profite pour mentionner que Linda Yaccarino va être entendue devant le Sénat, enfin devant le Senate Judiciary Committee, pour être précis, le 31 janvier. Alors, ça sera pas la seule, ils organisent une petite réunion comme ça autour du thème de la pédopornographie, avec tous les potes, TikTok, Snap, Meta, Discord, etc., ça va être sympa. Alors, pour résumer l'accroche, c'est les médias sociaux ont échoué à appliquer leurs propres règles aux dépens de nos enfants, désormais c'est au Congrès d'agir. Voilà, bon, tout un programme. Et bon, oui, la modération sur l'exploitation sexuelle des mineurs et la modération sur ce truc-là, c'est un département qui, au lendemain de la prise de fonction d'Elon Musk, ne comptait, après les licenciements massifs, qu'une seule personne. Ce qui fait peu. Enfin, en tout cas, c'est ce que Wired relayait à l'époque, selon des sources internes. Alors, toujours en mode quick and dirty, bien entendu, X devrait engager 100 employés à plein temps pour s'occuper de ça. Ils auront leur quartier général à Austin et ils vont aussi aider probablement sur d'autres sujets, comme le discours haineux qui revenait à d'autres équipes, mais équipes qui ont aussi été éviscérées par Musk à son arrivée. Donc voilà, mais juste avant la réunion, on engage 100 employés pour pas avoir trop l'air con, pour pouvoir dire non mais on a un département pour ça, vous inquiétez pas, tout va bien. J'imagine Elon Musk qui a viré du monde massivement, notamment en matière de modération, qui a dit bon allez rembauchez-en une centaine, on verra bien ce que ça donne. Et puis évidemment la désinformation, c'est aussi l'usurpation de voix dans le domaine politique. Guillaume, j'ai l'impression que ce sujet va se multiplier. On l'a déjà abordé, mais un nouvel exemple. Oui, comme pour bien illustrer ce que tu disais au tout début avec ta news d'introduction, le fake génératif se limite pas
déjà pas au porno et puis pas aux images. Hein. Et donc il y a une autre célébrité qui a été victime de fake cette semaine, c'est Joe Biden, puisque quelqu'un a utilisé un clone de sa voix pour dissuader les électeurs du New Hampshire de voter aux primaires. Donc le clone n'est pas parfait, mais c'est quand même suffisamment convaincant, surtout au téléphone, on peut vraiment s'y prendre. Complètement, et c'est un exemple éclatant d'utilisation de l'outil IA pour interférer avec le processus démocratique. Et il a été mené à bien avec des outils qui sont complètement mainstream. Après analyse, on est à 99% sûr que le coupable a utilisé le site Eleven Labs, qui permet de manipuler la voix par IA avec une très bonne qualité, de manière très facile. Hein. C'est gratuit pour un essai, sinon c'est pas gratuit, mais bon, c'est pas très cher. Hein. Très cher. Pour un message d'1 minute, ça a pas dû coûter grand chose. Et ça a été confirmé d'ailleurs depuis par Eleven Labs, qui a d'ailleurs suspendu le compte en question. Puis ensuite, il a lancé une campagne de démarchage téléphonique en camouflant l'origine des appels, donc il a utilisé le numéro d'une représentante politique, et c'est passé crème. Donc une usurpation d'identité, de pas n'importe quelle identité, hein, qui s'est passée au calme, qui a pas dû coûter très cher non plus, et qui a dû être fait avec des outils assez simples et assez grand public, quoi. Donc c'est dur de faire une meilleure illustration hein, des problèmes potentiels qui peuvent nous arriver sur le coin de la tronche aux prochaines élections, au pluriel, bien sûr. Je suis complètement rassuré. Je te laisserai réagir, Steph, mais on va terminer quand même aussi avec un vrai procès pour une fausse IA d'un humoriste qui a été vraiment décédé. Ouh là là, il faut remettre les choses dans l'ordre, Guillaume. Oui, la puissance des outils de deep learning, elle est telle qu'elle peut faire peur, mais en fait, elle peut aussi parfois être un simple prétexte. Il n'y a pas vraiment besoin de deep learning pour faire des arnaques, quoi. Alors, je sais pas si vous connaissez George Carlin. George Carlin, c'est un humoriste américain décédé en 2008. Il était né en 1937, c'est un stand-upper très populaire apparemment. Et il vient de sortir un nouveau spectacle sur YouTube et qui s'appelle I'm Glad I'm Dead, donc je suis content d'être mort. Une vidéo d'1 heure où une voix qui ressemble à celle de Carlin fait son show illustré par des miriages fixes, sauf que tout n'est en fait peut-être qu'un mirage, un vrai mirage, même pas un mirage, parce que rien ne va déjà. Les gens auraient supposément entraîné une IA sur les spectacles de Carlin, elle en aurait écrit un nouveau, sa voix aurait été clonée pour le show, et donc George ressuscité fait son truc pendant 1 heure. Sauf que personne de la famille de Carlin n'a donné son autorisation, que son travail est protégé par copyright, et c'est un petit peu comme si demain, moi, je voulais faire un spectacle de Coluche ou des Likaku, avec leur voix ou leur image. Tu vois, sans rien demander à personne. D'ailleurs, je pourrais même faire un crossover. Alors, carrément, le crossover. Et alors, bien sûr, j'ai pas le droit, évidemment. Hein. Les familles de l'humoriste, évidemment, l'attaquent en justice. Hein. Donc, la famille de George Carlin attaque le podcast qui a osé faire ça. Et donc, voilà. Bon, je sais que c'est tentant, mais Coluche, Cross et Likaku, moi, c'est non. Hein. Je le ferai pas. Désolé, trop d'emmerde. Mais le comble dans tout ça, c'est que tout ça, c'est pas vrai. Le spectacle n'a pas été créé par une IA. Un porte-parole du podcast a reconnu, ils ont admis que tout a été écrit par un mec qui s'appelle Chad Kultgen, qui est probablement le journaliste. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça, mais c'est probablement le journaliste, j'imagine. Donc on est donc dans une situation quand même assez savoureuse où un humain écrit un spectacle imitant une IA qui imiterait un humain. Si c'est pas beau quand même, le monde moderne. Hein. Donc l'IA n'a été utilisée que pour maquiller la voix en fait et pour faire des illustrations qui sont d'ailleurs assez dégueulasses. Donc en fait, c'est juste une arnaque hein, qui essaie de profiter de la hype de l'IA en s'asseyant sur les droits d'auteur au passage. Bon, malgré tout ça, la vidéo est toujours disponible sur YouTube via plusieurs comptes, même si elle a été suspendue plusieurs fois, il y a encore pas mal de copies qui traînent. Déjà que l'IA, ça va devenir compliqué, mais en plus, il y a des éléments qui se rajoutent par-dessus, ça devient compliqué. À ce stade, Steph, on a besoin de se faire une petite pause quand même, parce que, bon, tu viens là en invité, sur ton temps libre, c'est du plaisir avant tout. Est-ce qu'on t'a pas un peu trop déprimé à ce stade quand même? Si, honnêtement, si. Je pense que vous allez bientôt devoir finir le podcast avec une voix synthétique de moi. Mais moi, je vais aller me pendre. Oh non, s'il te plaît, non. Pas de bêtises, s'il te plaît, reste avec nous, on a besoin de toi. Mais c'est difficile de ne pas voir ça avec au moins du sarcasme, voire une forme de crainte. On a beau être tout aussi enthousiasme qu'on l'imaginait être sur la tech, il faut quand même regarder les choses avec une forme d'objectivité. Alors je vous propose du coup qu'on mette de côté ces sujets très anxiogènes pour se mettre les mains dans le cambouis de l'intelligence artificielle. Alors non, on va pas refaire un des dossiers de Guillaume Poggiastara qui sont disponibles dans le flux du podcast et qui vous permettent d'installer des Stable Diffusion ou des chats GPT-like sur votre ordinateur. Mais quand même, on a des évolutions techniques sur l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative sur lesquelles on peut se pencher. Et c'est captivant parce que de semaine en semaine, les choses avancent très vite. Guillaume, tu veux pas défier GPT-4 au Scrabble, c'est ça? Alors pas du tout, effectivement. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu étrange dit comme ça, mais tout part d'un truc qui a l'air assez anodin. Alors vous savez sûrement que, mais toujours, bien sûr.
Donc vous savez sûrement que si on mélange les lettres des mots dans une phrase en conservant la première et la dernière lettre fixe de chaque mot, on peut tout à fait comprendre et lire la phrase comme si de rien n'était. Voilà, le cerveau semble apprendre globalement à lire et bon, pas trop se soucier des détails comme l'ordre des lettres. Cela dit, si on mélange toutes les lettres, si on fixe aucune lettre et qu'on mélange tout, c'est beaucoup plus chaud. Personnellement, j'en suis incapable. Moi, je n'arrive pas à remettre les lettres dans l'ordre d'un mot qui fait plus de, je sais pas, 2 lettres. Ou 3. Mais pas plus. Donc, vous en déduisez immédiatement que d'ailleurs, le Scrabble n'est pas du tout mon jeu de prédilection, hein, si j'ai du mal avec les permutations. Mais il semblerait que ce soit pas du tout un problème pour GPT-4. Alors, il y a des chercheurs japonais qui ont découvert que GPT-4 était capable de lire pratiquement à tous les coups une phrase dont les lettres de chaque mot sont mélangées au hasard. Et essayez, vous allez voir, c'est très difficile, c'est même carrément ingérable, la phrase d'exemple, c'est incroyable. Et c'est pas seulement GPT-4, tous les grands modèles de langage savent compenser des lettres mélangées à divers degrés. Les chercheurs ont fait 2 types de tests. J'aurais pensé au contraire que ça aurait été très compliqué pour les modèles de langage, tu vois. Mais tu vas voir, c'est un truc qui me tue. Alors, ils ont fait 2 trucs, ils ont demandé une traduction de la phrase mélangée, voilà, donc en gros, remets-moi les lettres dans l'ordre. Ils ont demandé aussi quelle était la phrase d'origine, donc voilà, et puis éventuellement donnant des exemples. Hein. Et puis sinon, ils ont posé une question avec une phrase mélangée incompréhensible pour moi, hein, et puis ils ont contrôlé pour savoir si le modèle pouvait quand même répondre correctement à la question comme si de rien n'était. Et ça, ils l'ont fait, alors en gardant la première lettre et la dernière, comme on disait au début, puis que la première, puis en gardant rien, en mélangeant tout. Donc ça fait beaucoup de tests évidemment, mais ça c'est la science, monsieur, c'est du sérieux. Donc, pour résumer, on peut dire que tous les grands modèles de langage savent à peu près se débrouiller comme nous. C'est-à-dire, si on garde la première et la dernière lettre, là, ça les gêne pas. Niveau. Okay. C'est quand même dingue. Si on garde que la première lettre, c'est déjà beaucoup plus hard, mais c'est toujours gérable pour les plus gros, même s'il y a plus d'erreurs. Et si on mélange tout, il y a que GPT-4 qui arrive, et il est à un niveau qui est incroyable, puisqu'il est à plus de 90% de bon, en fait. Avec ou sans exemple, il surnage et il est capable de comprendre et de répondre aux questions comme si de rien n'était. Et comment ça s'explique? Alors vous me dites, ok, GPT-4, c'est un champion de Scrabble, du coup, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit un champion de Scrabble, figurez-vous que ce papier, en apparence anodine, hein, il m'a pas surpris, il m'a choqué. Il m'a choqué. Je suis sur le cul, littéralement, parce que, selon toute logique, ça ne devrait carrément pas être possible. Parce que, auditeur distingué de Tech Café que vous êtes, hein, vous savez déjà que le modèle de langage ne manipule pas des lettres, mais des tokens. Ils sont des mots ou des parties de mots. En pratique, en anglais, un token, c'est 3/4 de mots. Alors, le traitement des langues étrangères complique un peu les choses. D'ailleurs, voilà, je suis allé sur le site, sur le tokenizer d'OpenAI, il y a un site web pour ça, vous pouvez tester. Donc, si vous allez sur OpenAI/tokenizer, c'est un truc comme ça, vous chercherez. Par exemple, si on prend le mot saucisse, c'est un mot qui est divisé en 3 tokens. Il y a sa, uk et is. Le mot boudin aussi, alors c'est b, oud et un. Alors, ça paraît pas logique du tout. Mais en fait, c'est pas des syllabes, quoi. Non, mais en réalité, ce qui est tout con, c'est que ça a été prévu pour l'anglais. Parce que si tu utilises des mots anglais, tu vois que tous les mots simples, grass, bread, logic, ils font tous un token. Alors que si logic fait un token, logician, par contre, lui c'est 2, c'est log et isian. De même que logique, en français, c'est log et ic, tu vois. Donc en fait, en anglais, c'est pratiquement ces 3/4 de mots, parce qu'en réalité, si tu prends les mots simples, c'est un token, et les mots qui sont un peu plus compliqués, c'est 2 tokens, exceptionnellement 3. Mais c'est comme ça que ça a été pensé. Et en fait, comme les mots français n'ont pas du tout la même structure, ils se débrouillent avec le tokenizer pour faire un truc qui est beaucoup moins logique, mais bon, voilà. Et bon, bref, vous voyez peut-être où je veux en venir quand même, parce que si logique, c'est 2 tokens, log et ic, si je mélange les lettres, ça va pas du tout qu'il y ait même token. Rien que si j'inverse 2 lettres, je fais ligoc. Tu mélanges un token à un autre, quoi, en fait. Tu vois, si je fais, au lieu de faire logique, je fais ligoc, ça va être 2 autres tokens, ça va être lig et oc. Or, les tokens, c'est comme les lettres en ASCII, ou en NSI. Les tokens ont des codes. Et ces codes, les codes de logique et de ligoc, ils ont absolument rien à voir. C'est pas du tout les mêmes codes. C'est sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est même pire que ça, en fait. Imaginons que je sois en anglais, parce qu'en fait, le truc a été fait en anglais. Donc, imaginons, je prends un mot simple, je prends grass en anglais. L'herbe, grass en anglais. Un seul token. Si je verse juste le R et le A, j'ai donc garce. Et ça devient 2 tokens. Ça devient gar et SS. Donc un modèle qui est entraîné sur des suites de tokens en immense majorité, quand même standard, j'imagine, hein, des mots normaux, quoi. Il ne devrait pas comprendre les mots mélangés, qui correspondent à des suites totalement différentes. Comment GPT-4, qui voit passer que des codes de tokens, peut faire le rapprochement entre grasse et garce, qui sont absolument pas codés pareil? Je sais bien qu'il a dû voir pendant l'entraînement des mots déformés, c'est des mots mal orthographiés, il en avoue, donc j'imagine qu'il a une certaine tolérance à ça, mais quand même, la proportion ne doit pas être si énorme. Comment ça peut marcher avec n'importe quelle permutation de lettres? Comment ça peut être possible? Eh bien, on ne sait pas.
C'est un vrai mystère. Les auteurs ne concluent pas. Moi. Et les auteurs n'ont pas de réponse. Ça montre encore que le fonctionnement de ces trucs ne nous est pas bien connu. Ils ont une manière de voir les choses, de comprendre les structures qui nous est étrangère. Par ailleurs, la supériorité nette de GPT-4 est en elle-même une énigme. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est si nettement meilleur? Est-ce que c'est sa structure? Un lama avec un gros nombre de paramètres n'y arrive pas, c'est ça? Non. Le lama, le plus gros des lamas est beaucoup moins bon. Il est même quasiment nul, si on mélange toutes les lettres. Il est assez nul. Alors que GPT-4 est bon à 90%. D'où ça vient? Ça vient de la manière dont on l'entraîne? Est-ce que c'est une aptitude émergente? Mystère. D'ailleurs, c'est là, au passage, qu'on apprécierait d'avoir une AI open, n'est-ce pas? En attendant, petit tips, si vous utilisez GPT-4, vous cassez pas la tête à corriger vos fautes de frappe ou votre orthographe, parce qu'il va comprendre, il n'y a pas de souci. C'est ce réflexe qu'on a maintenant. Tu sais, je sais pas si vous c'est le cas aussi, mais quand je fais une requête dans Google et que j'ai mal orthographié, maintenant je m'en fous parce que Google comprend évidemment en inversant une lettre ou un truc comme ça, il va arriver à comprendre ma demande. Sorcellerie, Steph, une piste d'explication. En tout cas, es-tu aussi hypé que Guillaume? Alors, pas mal de petits trucs que je voulais souligner. Le premier, c'est que je fais pareil que toi. Quand j'écris dans le chat GPT, j'écris n'importe comment, un peu en mode dyslexique. Et donc, du coup, j'étais surpris de voir qu'il comprenait systématiquement ce que je faisais. Ouais. Et il se plantait pas. Donc, du coup, après la lecture de l'article, j'ai recommencé. J'ai fait n'importe quoi. Et là, pour le coup, j'ai inversé les lettres. Et même en français, c'est assez impressionnant. Effectivement, y compris sur les premières et les dernières. Alors, dans des pistes de réflexion, je dis pas que j'ai une réponse, loin de là, mais dans les pistes de réflexion, il y avait un article qui était sorti en 2017 qui est assez fameux, dans lequel ils avaient mis en place, ils s'étaient interrogés sur la complexité d'un truc qui s'appelle la complexité de Rademacher, je sais pas comment ça se prononce, Rademacher, je sais pas. Bref, en gros, l'idée c'est quoi? C'est qu'on entraîne un modèle, mais au lieu de lui dire qu'une banane c'est une banane, on lui dit que c'est une pomme. Donc en fait, on met des étiquettes purement aléatoires. On met pas des labels classiques. En fait, on intervertit des labels, on met n'importe quoi. Et ce qu'il y a d'assez dingue, c'est que au final, le modèle, il apprend quand même. C'est hallucinant. C'est-à-dire que au final, quel que soit, alors tous sur les modèles deep learning, je parle, mais même des anciens modèles comme AlexNet, Inception et tout ça, ils finissent par apprendre. Alors ils apprennent évidemment moins vite qu'un modèle encore plus paramétrisé. Mais du coup, ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est de se dire que, pareil, on n'a pas d'explication. Alors, il y a un truc, il y a un papier qui avait sorti OpenAI qui était assez intéressant où ils expliquaient ce qu'ils appellent la double descente, qui pouvait potentiellement expliquer ce genre de truc. En gros, quand on entraîne un modèle de machine learning, je pense que Guillaume l'avait déjà dit dans une des émissions, mais il me semble, on pourrait se dire, le plus étant le mieux, donc on va augmenter le nombre de paramètres, finalement, peu importe. On prend un bazooka pour régler un petit problème, et du coup, ça règle tous les soucis. Donc, on n'a pas besoin de prendre un modèle peu paramétré qui correspondrait vraiment à la tâche qu'on a besoin de faire. On prend un très gros modèle. Ça, dans les faits, ça marche pas, parce qu'au bout d'un moment, le modèle, il fait de l'overfitting, c'est-à-dire qu'il finit par apprendre par cœur les données et il n'est pas capable de généraliser. Et ça, OpenAI avait sorti un papier dans lequel, justement, il se questionnait de se dire, mais en fait, ce qui est hyper surprenant, c'est qu'il y a une courbe qui montre qu'au bout d'un moment, quand le modèle apprend par cœur des données, il est plus capable de généraliser. Donc, ses performances en test sont très mauvaises, mais ses performances en train, c'est-à-dire sur les données qu'il a vues à l'entraînement, elles sont bonnes. Donc, il y a vraiment un décalage. Avec les modèles hyper paramétrisés, les derniers modèles, on se rend compte, ça date de 2019, donc c'est quand même le questionnement est quand même relativement ancien. On se rend compte que au bout d'un moment, non seulement on finit par apprendre, mais en plus on fait moins d'erreurs qu'avant. Et ça, on est incapable de l'expliquer. Et je pense qu'on est un peu sur le même délire là. J'ai l'impression que c'est un peu ce genre de truc. On comprend pas très bien comment ça marche, mais ça marche. Et il y a des stateux qui ont un peu analysé le truc et qui ont commencé à essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne, mais jusqu'à présent, c'est juste des pistes de recherche. On n'a aucune explication logique et rationnelle à pourquoi ça marche et comment ça marche aussi bien. Ah, c'est assez magique. C'est fascinant, n'est-ce pas? Quand même, de voir qu'il y a des vrais mystères encore. Mais tant mieux. Pareil, quelque part, que c'est pas réjouissant de voir qu'on n'arrive pas comme ça à claquer des doigts, à progresser dans l'exploration technologique. Moi, j'ai interrogé là dans Copilot avec GPT-4, j'ai changé l'ordre des lettres quoi. Au lieu de mettre pourquoi les chats miaulent, j'ai mis Kwapu, Sel, Hat, mais il comprend pas. Il est un peu confond.
donc c'est pas encore répandu partout. Guillaume, est-ce que tu peux aussi nous parler de ce qui se passe en matière d'image, parce que s'il y a bien dans le domaine de l'intelligence artificielle générative quelque chose qui s'est répandu partout, c'est les propositions de Google avec Lumière. Et puis forcément, on aime bien nous ce mot Lumière qui fait écho comme ça à l'épopée des frères Lumière. Eh ben, bien sûr, et oui, 2024, c'est l'année de la vidéo générative. Alors, je décrète déjà parce que ça me fait une bonne introduction, ça me fait une approche dynamique et engagée, mais pas trop. Mais aussi, tout simplement parce que on voit arriver des quantités de nouveaux modèles toutes les semaines, et donc celui-ci, là, c'est quand même un poids lourd, hein, Lumière, qui nous vient de chez Google et qui semble tout à fait mature, à tel point qu'on serait surpris de le voir, enfin, on serait surpris qu'il soit pas intégré à Gemini d'une manière ou d'une autre au cours de l'année, hein. Alors c'est vrai que les générateurs de vidéos, c'est plus tout à fait une nouveauté. On a Pika et Gen 2 qui ont un petit peu lancé le truc. Lumière semble quand même un cran au-dessus, en particulier pour ce qui est... parce que quand même, c'est toujours un article de recherche, c'est pas encore un produit commercial. On en parle comme ça, il a un nom et tout, mais pour l'instant, c'est encore une recherche. Donc l'approche de Lumière est quand même assez radicale. Au lieu de générer des images clés et ensuite d'interpoler entre elles, comme on fait d'habitude pour essayer d'économiser du temps de calcul, hein, globalement, Lumière génère le clip tout d'un bloc. Donc au lieu de partir d'un bruit 2D pour générer une image, on part carrément d'un bruit en 3D, qui englobe toutes les images à venir, et on fait le processus de diffusion. Donc on fait le processus de débruitage directement sur un segment, comme ça, un espèce de volume spatio-temporel. Donc on a 2 dimensions pour l'espace, 1 dimension pour le temps, ça fait 3D, ça fait un volume. Alors évidemment, c'est plus coûteux qu'une approche traditionnelle, hein. On s'en sort en utilisant des images de résolution relativement petites qu'on upscale après systématiquement avec un autre modèle intégré. Le gros avantage de faire ça, c'est qu'on a une bien meilleure continuité temporelle. Parce que évidemment, une vidéo, un segment comme ça de vidéo, ça a une continuité temporelle, c'est continu, quoi. Quand une balle tombe d'une table, elle tombe dans un mouvement continu, sans saut. Évidemment, Lumière est remarquable par la cohérence comme ça de ce qu'il produit et la continuité des mouvements. Donc il génère des clips de 5 secondes, on va dans une résolution de 1024 par 1024, ce qui est déjà pas si mal. Et donc il fait du texte to vidéo, mais pas seulement, il fait aussi du image to vidéo, donc il a une image fixe, ou des parties d'ailleurs données d'une image fixe. Il fait du transfert de style, c'est-à-dire qu'il génère une vidéo basée sur le style d'une image qui a été donnée, ou alors il fait carrément du restyling, du changement de style de vidéo qui existe déjà, comme faisait Gen 1 par exemple, hein. On peut imaginer, je sais pas, vous avez une voiture dans une vidéo comme ça, et bien vous voulez votre voiture en Lego ou en carton, vous lui dites que vous voulez transformer ça comme dans une voiture en carton ou en Lego. Et puis il est capable de faire de l'in-painting vidéo, c'est-à-dire de compléter des trous qu'on ferait dans une vidéo, et ça c'est vrai que c'est super impressionnant, hein. Il faut imaginer un clip vidéo. Donc il y a un exemple, par exemple, c'est un pichet qui verse une sorte de liquide brun en haut d'une image, et en bas il n'y a rien, il y a juste un rectangle noir, quoi, tout simplement. Et lumière complète en mettant un gâteau au chocolat et une sauce qui se verse et s'étale de manière réaliste, hein, sur le gâteau. C'est quand même dingue, si on y réfléchit, le modèle voit le pichet, et il devine le contexte dans lequel on est, il voit que c'est pas de l'eau ni du vin, et donc il voit on est dans un contexte de dessert, etc. Ça ressemble à un modèle du monde quand même balbutiant, c'est une sorte de world model quand même, hein. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment balbutiant parce qu'il y a un autre cas qui est intéressant, c'est le cas de la pizza. Il est assez caractéristique, ce cas de pizza. C'est une pizza. Vous avez une pizza qui est déposée sur un plat, pas avec une main comme ça, qui saupoudre un truc dessus, il saupoudre manifestement ce qui ressemble à des feuilles de basilic. Et donc la moitié haute de la vidéo est complètement noire, elle est complètement occultée et on voit rien. Et Lumière donc complète tout ça avec une magnifique pizza bien ronde, irréaliste, hein. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a déjà des feuilles de basilic fraîches dessus. C'est comme s'il avait sorti du four avec des feuilles de basilic fraîches. Alors que la main ne les a pas encore mises. Donc il y a des relations de cause à effet de haut niveau qui sont encore très sommaires et pas bien comprises par le modèle. Donc on a un modèle du monde qui prévoit des choses et qui pourraient se passer, mais il y a encore des problèmes de logique. Et c'est quand même assez incroyable de voir ce truc-là. Enfin, en tout cas, pour l'usage qu'on va en faire, c'est-à-dire générer des petits clips comme ça, Lumière est déjà très impressionnant, et c'est même pas les seules nouveautés de la semaine, hein, parce que il y a Lumière, c'est déjà fort, mais je te dis, tout le monde s'y met à la vidéo. Il y a même Leonardo qui commence à animer des images, on pourrait citer aussi Pete Verne, qui se vend avec une magnifique pub pour de la bière entièrement synthétique, hein. Alors, il n'y a pas que des pubs de bière, mais c'est pas si mal que ça. Il y a Lens Go aussi, qui fait du transfert de style, donc filmer une vidéo de toi dans ton salon, quoi, et tu transformes tout ça, toi en vampire dans un manoir victorien, ou qui marche sur la lune en scaphandre, hein. Le transfert de style, c'est aussi le propre de Tokenflow, qui propose ça, mais en open source, ce qui est aussi très intéressant. Les transferts de style, d'ailleurs, comme ça, c'est très prometteur, parce que ça ouvre des perspectives énormes, hein, où vous pouvez filmer des rushs, vous pouvez restyler tout ça en produit fini, modéliser des animations 3D avec 20 polygones et les transformer en scènes complexes. Voilà, vous faites un machinima sur Roblox, et puis vous transformez ça en blockbuster, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et pour terminer, un dernier truc qui ressemble à de la magie, quand même, c'est FMA. FMA, attention, ça pique, hein. FMA, c'est
Flow Guided Dynamic Filtering and Iterative Feature Refinement with Multi-Attention for Joint Video Super Resolution and Blurring. Oh la vache. Ouais, là, c'est bon, bah, on va garder FMA, hein. Alors, pour faire simple, c'est un outil qui améliore les vidéos, mais vraiment pas qu'un peu. Il est transfigurant. Vous prenez un truc shooté en 2004 et uploadé sur Dailymotion en 640 par 480, et vous avez fait un film en 4K qu'Avatar à côté, on dirait un projet de la stage de 4e. Non, j'exagère un petit peu quand même, mais la capacité de l'algo à éliminer le flou et les artefacts voilà, de compression est vraiment incroyable. C'est assez bluffant. Le nombre de modèles qui permettraient aujourd'hui de restaurer, de revisiter des vieux médias, par exemple, des vieilles photos, des vieilles vidéos anciennes, c'est absolument incroyable. C'est un domaine qu'on continue à suivre, alors qui, moi, me rassure tout en m'enthousiasmant, parce que c'est pas comme ça au bout d'un mois, tu vois, on a eu la solution qui a bouleversé ce qui se passait avant, mais c'est vrai que ça évolue très très vite. Gros enthousiasme, Steph, sur la partie vidéo aussi. J'ai entendu parler de Lumière, mais j'avais pas eu l'occasion d'y aller sur le site. Les vidéos, vraiment, j'engage tout le monde à aller les voir. C'est incroyable, quoi. Ouais, c'est remarquable. C'est stupéfiant. Et ça me fait penser un petit peu à une newsletter que j'avais lue dernièrement sur Numérama, où justement ils comparaient les prompts, les résultats des prompts obtenus sur Midjourney depuis le début, toujours avec le même prompt. Entre le début et maintenant, en un an et demi, en 6 versions, c'est hallucinant. On est passé d'une bouillie de pixels à quelque chose qui est vraiment, on parlait des informations, on est dedans, quoi. Et là, moi, je me dis, ce qui m'inquiète, c'est qu'on en est là maintenant, mais on sera où dans 6 mois? Lumière, ça sera quoi dans 6 mois? C'est le prochain Coppola? Tu vois, je commence vraiment à m'inquiéter, quoi. Il y a plus de domaine qui soit complètement libre de l'infiltration de l'IA, quoi. J'ai l'impression qu'en matière d'image, on a atteint un seuil qui est remarquable. Et bon, j'ai vu passer au passage là des démos d'Unreal Engine 5 là, au passage là aussi en matière de réalisme, ça devient sacrément bluffant. Mais en matière de vidéo consistante comme ça, j'ai l'impression que c'est là où il y a encore beaucoup de progrès. Quand ils en seront au même niveau, au même palier que je décris sur une image fixe, on sera évidemment bluffé, je pense. On n'est pas prêt. Par contre, Guillaume, ça consomme vachement d'énergie, tout ça. Oui, maintenant que je vous ai fait bien rêver avec toutes ces IA magiques, c'est le moment de la douche froide. Oui, vous me connaissez, j'aime souffler oui, moi je souffle le torride et le glacial. Oui, parce que tous ces algorithmes fantastiques, ça ne tourne pas sur des Raspberry Pi, hein. Il faut aligner de la puissance de calcul, et ça fera partie des services cloud classiques bientôt, hein. Ça va vouloir dire des data centers encore plus monstrueux qu'ils sont aujourd'hui. Et en l'occurrence, c'est l'IEA qui ramène sa phrase pour casser l'ambiance. Alors l'IEA, c'est donc l'International Energy Agency, l'agence pour l'énergie internationale, voilà, qui estime que les data centers, l'IA et les cryptos ont consommé 2% de l'énergie mondiale en 2022, soit 460 TWh. 460 TWh de bon jus bien frais. Les cryptos à elles seules ont donc consommé 110 TWh. Je sens que je vais me sentir mal. Et encore, on n'a rien vu. En 2026, soit demain, hein, la consommation pourrait monter à 800 TWh selon une estimation médiane, 600 au minimum, 1000 au maximum. On est quand même en train de dire que, selon toute vraisemblance, la consommation des services en ligne va doubler en 3 ans, peu ou prou. La consommation des cryptos pourra elle aussi augmenter quasiment de 40% dans cet intervalle. Donc on connaît déjà un moyen de faire des économies facilement, hein. Il faut débrancher Bitcoin, voilà, et ça fera 150 TWh qui seront économisés en 2026 sans que ça change absolument rien au vrai monde. Ça devient urgent, hein. Il faut que Bitcoin meure. Et les IA sont sans doute utilisées pour faire plein de conneries, hein. Là aussi, bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Mais les IA peuvent aussi découvrir des nouveaux matériaux, des nouvelles molécules et des nouveaux médocs. Le Bitcoin, jamais il fera ça, hein, jamais. Débranché, bref. En fait, en 2022, les data centers consommaient dans les 300 TWh et passeront un peu en dessous des 600 en 2026. L'IEA envisage la création de data centers spécifiquement dédiés à l'IA. Bon, évidemment, ceux d'OpenAI, je pense qu'on peut les classer là-dedans déjà. Et on leur projette une petite centaine de TWh de consommation à eux seuls. Les US sont les premiers pays du data center, ils en ont 8000 au compteur. C'est aussi le pays du Bitcoin d'ailleurs, et 4% de leur électricité est dédiée aux services en ligne en 2022, ça passera peut-être à 6% en 2026. En Irlande, hein, le pays du data center en Europe, ils consomment déjà 17% de l'électricité du pays. En 2026, ça pourrait être le tiers. Alors d'ici 2 ans, ça sera donc comme si on avait un nouveau pays dans le monde qui consomme autant que la Suède ou que l'Allemagne, si on prend les projections les plus pessimistes. Et heureusement, la part du renouvelable dans la production mondiale d'électricité atteindront un tiers du total en 2025.
si on en croit évidemment les projections de l'IEA. Alors, c'est assez bien, mais c'est vrai que, comme prévu, la consommation électrique va exploser. Oui, ça c'est vraiment l'ombre et la limite derrière tout l'enthousiasme que tu nous as décidé juste avant. Mais c'est bien quelque part de garder ça à l'esprit. Enfin c'est bien, je sais pas, mais en tout cas c'est presque rassurant de voir qu'il y a des limites quand même à ces usages-là. Une vision du futur aussi de la part du MIT. Oui, il y a le travail, c'est un sujet récurrent, un sujet des craintes légitimes, et donc quand on voit passer des articles ou des rapports sur le sujet, on les relaye, a fortiori qu'elles sont un petit peu rassurants. Un peu parce que, quand même, comme d'habitude, il y a des réserves et pas mal d'inconnus. Le rapport nous vient effectivement d'experts du MIT et concerne l'impact de la vision par ordinateur sur les emplois. Donc on se limite à une catégorie bien précise d'IA, les IA qui font de la reconnaissance de forme, d'écriture, de genre, de visage, voilà, de la lecture, quoi. Ils peuvent faire évidemment de la catégorisation, ils peuvent faire des actions en fonction d'événements visuels, quoi. Donc, ils s'intéressent du coup pas du tout aux générateurs d'images, de texte ou autre. Alors c'est le premier truc à garder à l'esprit, parce que ça exclut quand même une bonne partie de ce qui nous vient justement à l'esprit quand on dit IA aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'en partie, on a plus de données quantitatives sur les coûts d'entraînement, tout ça, etc. Mais la vision, ça représente quand même pas mal de tâches finalement, qu'on peut automatiser et donc remplacer des langues. On pense à du tri postal ou des inventaires de trucs, enfin voilà, ce que vous voulez. Sauf que le rapport prend en compte le coût total de ce remplacement, parce que c'est pas gratuit. Il faut compter la mise au point, ça implique d'entraîner un modèle de deep learning, bon évidemment c'est jamais gratuit à entraîner, pour sa tâche propre, et puis le déploiement, la maintenance, la mise à jour du modèle et l'évolution du modèle, parce qu'il faut le réentraîner périodiquement pour l'adapter, etc. Et finalement, tout ça réduit pas mal la viabilité économique du remplacement d'un humain qu'il faut certes payer, mais qui est quand même un peu plus polyvalent à la base et facile à déployer en général. Puis bon, là maintenant, c'est le Toubib qui s'en charge, c'est pas toi, donc ça c'est cool. Donc ils estiment qu'il y a dans les 35% de boulots non agricoles qui ont une exposition à l'IA, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager d'automatiser. Par contre, 23% de ces boulots sont économiquement viables. Donc si on les remplace, ça fait que 8% du total. Donc si on voit le verre à moitié plein, on peut dire que 92% des boulots sont donc immunisés contre l'automatisation via la vision par ordinateur. Et si on voit le verre à moitié vide, ça veut dire qu'on a 8% des emplois non agricoles qui sont en grand danger là tout de suite à l'heure actuelle. Les entreprises les plus petites sont les moins exposées, évidemment, puisque le coût de déploiement est un frein, évidemment. Par ailleurs, et c'est une autre des inconnues, c'est justement ces coûts, puisque ces coûts vont changer, clairement, dans le futur. Ils vont probablement baisser, donc probablement par le coût du matériel, sans aucun doute, mais aussi par les coûts d'entraînement, par exemple. Et peut-être, on peut imaginer que les coûts d'entraînement soient réduits via des services en ligne, etc., qui mutualisent tout ça. La mutualisation des services web liée à The Service, quelque part. Et puis en particulier, on pourrait aussi imaginer l'émergence de systèmes plus généralistes, plus polyvalents, pour des tâches de reconnaissance visuelle. Parce que si on pense, d'ailleurs je pense qu'on peut penser inévitablement à GP4 Vision ou à Gemini Pro, qui ont donc des capacités visuelles out of the box, qui savent déjà faire plein de trucs de ce point de vue-là. Et donc on pourrait voir arriver dans un avenir proche des modèles fondation pour la vision qui seraient peu chers, voire gratuits s'ils sont open source, et qui seraient déjà polyvalents dans une certaine mesure et donc qui nécessiteraient que très peu d'entraînement, finalement, très peu de surentraînement pour être opérationnel. Du coup, ce serait un petit peu, c'est à l'image des modèles générateurs de texte aujourd'hui, d'ailleurs, où on a déjà des modèles fondation comme ça qui sont disponibles. Donc on rappelle que Meta entend créer aussi une intelligence généraliste et la rendre open source, donc bon, on n'y est pas. Mais voilà, tout ça, ça illustre bien quand même la difficulté de faire des estimations sur le sujet sur un paysage qui change de forme un petit peu tout le temps. On va terminer, Guillaume, avec eBay, qui se retrouve aussi à licencier comme beaucoup d'entreprises de la tech. Ouais, puisqu'on y est, effectivement, on parle d'emploi. Parlons d'eBay, qui licencie 9% de ses effectifs, soit 1000 employés. Et comme souvent, malheureusement, eBay va plutôt bien. Il a gagné 1,3 milliard de dollars au dernier trimestre. On dit que c'est malheureusement parce que c'est quand même toujours déroutant, vu de France, de voir une boîte faire autant de bénéfices et licencier aussi lourdement simultanément, quoi. La raison invoquée, c'est toujours la même, on a grossi trop vite en 2020, c'est plus pareil maintenant, faut changer, faut être plus svelte, plus léger, plus réactif. La croissance, c'est plus ça, etc. Bon, c'est aussi ce que prêche le directeur financier Steve Priest, d'ailleurs, dont 1000 personnes dehors, c'est pour commencer, parce qu'après, il y aura aussi des coupes non les contractuelles qui vont suivre. En conjoncture différente peut-être, on peut pas s'empêcher de penser que ce que fait le PDG Jamie Yannon est pas très catholique. On va enchaîner, Guillaume, avec la rubrique jeux vidéo. On a quelques petites news qui ont survécu au conducteur de l'épisode que tu as subtilement aménagé au fur et à mesure qu'on enregistrait.
On avait eu une nouvelle licence de Blizzard qui avait été teasée et qui avait été identifiée notamment en présentant des recrutements qui étaient attendus sur cette nouvelle licence. Là aussi, Guillaume, le syndrome eBay et licenciement se fait sentir. Non, c'est violent, hein. Puisqu'on a les licenciements de masse, là, on en a un beau. Microsoft licencie 1900 employés de sa branche jeux vidéo, principalement chez Activision Blizzard. Ben oui, après avoir déboursé presque 70 milliards pour le racheter. Maintenant, il faut faire des économies, apparemment. Bon. Il y a aussi eu quelques coupes chez Zenimax. C'est 8,6% des effectifs, quand même, hein. Après les 500 licenciements chez Riot Games la semaine dernière, les 1800 chez Unity. La semaine suivante, 2024, ça commence vraiment fort, hein. Après, dans les 6000 licenciements dans le secteur l'an dernier, au moins, on est quand même parti largement pour péter le record cette année, hein. D'ailleurs, au passage, Embracer Group vient aussi de couper une petite centaine d'employés et annuler un futur jeu Deus Ex. Et effectivement, il y avait un jeu de survie, un futur jeu de survie de Blizzard. Ce jeu de survie, il est décédé. C'est con, mais il a pas survécu. Dommage. Alors ça, tu vas nous dire, Steph, si c'est avéré et si tu approuves. Mais en l'occurrence, il semblerait, Guillaume, que quand on est un peu stressé, qu'on n'a pas le moral, il faut bousiller de l'ennemi massivement dans un jeu vidéo. C'est ça, c'est le conseil de la semaine. Mais écoute, si comme moi vous êtes un passionné de violence, vous allez aimer cette étude. Bon? Je parle de violence dans les jeux vidéo, bien sûr, attention. Mais c'est le propos d'une étude de l'université de Luxembourg qui a recruté 54 gonzes pour voir si la violence dans les jeux, ça rend violent dans la vie. Voilà, hein, alors. Eh ben non, c'est même le contraire. Ils ont joué à Uncharted 4, mais certains avaient un passage violent du jeu et un autre des passages où on s'emmerde. Enfin, je veux dire, où les passages calmes. Donc ils ont mesuré leur niveau de cortisol, l'hormone du stress, hein, avant et après. Ils ont constaté que ceux qui avaient joué au passage violent avaient des niveaux significativement inférieurs de cortisol aux autres. Donc shooter des méchants de Uncharted, ça les a détendus. Par ailleurs, un test psychologique a aussi montré qu'il n'y avait pas de relation entre contenu violent des jeux vidéo et inclination violente dans la vraie vie. Alors bien sûr, ça varie quand même selon les individus, et finalement ça dépend un peu des caractères quand même, hein, l'efficacité de ce truc-là. Enfin, si vous voyez quelqu'un déchirer des démons en deux toutes les 30 secondes dans Doom Eternal, ne prenez pas peur, il se détend. Il se détend, il se déstresse. Steph, tu approuves ça? Ta casquette de médecin approuve cette pratique? En fait, j'ai hyper intéressant cet article. J'ai essayé de le lire parce que justement, j'aurais aimé en fait. Alors, j'ai pas pu, hein, s'il était évidemment sur Advisor, c'est pas en aspect en open source. En accès libre. Loin de là. Du coup, j'aurais bien aimé en fait voir la partie discussion de l'article parce qu'en général, c'est là où ils touchent un petit peu les limites de ce qu'ils ont fait. Et la partie méthodo aussi, qui est pareil. J'ai pas pu. Je sais pas concrètement comment ils ont fait ça. Se baser que sur les taux de cortisol, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que c'est un peu limité pour envisager de prendre en considération tout le stress d'une personne. Mais je trouve que c'est intéressant et si à l'occasion j'ai la possibilité de pouvoir y accéder à l'article, je vous ferai un retour. Écoute, très volontiers. On attend ton petit feedback et ton petit follow-up, comme on dit, sur ce sujet. On termine, Guillaume, avec Counter-Strike, avec Valve, qui a gagné beaucoup d'argent. Écoute, il y a des phénomènes qui m'échappent, hein, enfin, au sens propre, comme au sens figuré d'ailleurs. Donc, par exemple, il y a Counter-Strike, qui était déjà d'ailleurs joué pendant ma folle jeunesse, hein, et qui l'est toujours dans sa version 2 Global Offensive. Sauf qu'aujourd'hui, elle rapporte des tonnes de pognon à Valve. Incroyable. Et comment? Avec des lootbox, hein. Le principe est simple, vous gagnez des caisses en jouant ou les achetant d'ailleurs sur une bourse aux caisses, là où d'autres joueurs peuvent les vendre. Valve prend déjà une commission, bien sûr, sur les transactions, bien entendu, mais le coup de génie, c'est que pour ouvrir les caisses, il faut des clés. Et les clés, elles sont payantes. 359 millions de ces clés ont déjà été utilisées l'an dernier, ce qui veut dire que Valve a gagné 980 millions de dollars comme ça. Si on rajoute les commissions sur les caisses et le reste, on explose le milliard facile. 1 milliard en vendant des clés pour des caisses virtuelles. Bon, après, je râle pas trop parce que d'une part, Valve a quand même trouvé le moyen de sortir un Half-Life, hein, ça y est, ils ont quand même fait, on peut plus rien dire. Dernièrement, et il faut dire aussi qu'avec le Steam Deck, ils ont quand même fait plus pour le jeu sous Linux en 2 ans qu'il ne s'est passé de trucs dans les 15 ans d'avant, quoi. Donc écoute, voilà, tant mieux pour eux. Steph, tu continues à exploiter ton Steam Deck. Est-ce que tu as encore un peu le temps de jouer? Non, j'ai plus trop le temps, mais j'avoue que quand j'ai 5 minutes, c'est vraiment pratique le Steam Deck, hein. Vraiment, je continue à dire que c'est un achat que je recommande à n'importe qui. Pour le prix, en particulier les anciennes générations, en plus elles ont été bradées. Je vois pas ce qui peut empêcher qui que ce soit qui a un peu de sous d'envisager ça versus par exemple une Switch.
Ce n'est que mon avis. Les possibilités Mais... sont décuplées. Après l'expérience des licences Nintendo et de la simplicité de lancer un jeu Nintendo sans avoir de bidouillage à faire est pas mal aussi, mais je peux comprendre. Ça s'est beaucoup amélioré, hein, honnêtement. Hein. Là, sur les dernières versions du Steam Deck, c'est impressionnant. Enfin, on a l'impression d'être sur quelque chose qui ressemble beaucoup à du Nintendo ou à une PlayStation. Enfin, je veux dire, c'est très propre. Oui, je parlais pour jouer à des jeux Nintendo, tu vois. Tu peux jouer à des jeux Nintendo sur Steam Deck. Si, tu peux, mais bon, faut pas. Faut pas, et c'est pas si simple que de mettre la cartouche dedans. Non. Non, c'est sûr. Merci infiniment, Steph, de nous avoir accompagnés pour cet épisode. Merci à toi, Guillaume, pour la préparation de cet épisode. On vous rappelle, si jamais vous appréciez Tech Café, malgré les qualités de son parfois problématiques dues à des aléas tels que ça a pu arriver dans cet épisode, on vous encourage à le faire savoir sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Quelques étoiles sur Spotify. Évidemment, si vous voulez nous soutenir, patreon.com/techcafé. N'oubliez pas que vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord. techcafé.fr/Discord vous redirige automatiquement vers le serveur Discord de Tech Café. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous joindre à titre individuel. Steph, où est-ce qu'on peut te retrouver? Le plus simple, ça serait de le faire sur le serveur Discord. Alors, je confesse que je n'y suis pas très souvent, mais je vais m'y restreindre. Et qu'il faut pas hésiter à m'envoyer des messages par voie privée si c'est nécessaire. Mais voilà, je pense que ça reste encore le mode le plus simple pour me joindre. Je suis pas trop sur les réseaux sociaux. C'est au moins là où tu es présent. C'est déjà pas mal. Merci Steph. Guillaume, il est grand temps que tu puisses nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver. Moi, je vais aller me détendre sur Prodeus. C'est un shooter moderne avec des côtés old school. C'est rapide et direct, on va dire. T'es stressé, c'est ça? Toujours un petit peu, toujours. Ouais. Donc je vais jouer à un jeu très très violent. Ouais. Mais c'est médical, attention. Si c'est sur une ordonnance, tout va bien. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et bien entendu 2 fois par semaine dans les épisodes hebdomadaires de Tech Café. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.